Le grand oral des grandes gueules. Et nous recevons l'ancien directeur de Charlie Hebdo, c'est Philippe Val qui est avec nous maintenant dans les GG. Bonjour Philippe. À la veille de l'ouverture du procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, Charlie Hebdo a décidé de republier les caricatures de Mahomet avec ce titre en une, tout ça pour ça. Ils ont eu raison ? Évidemment. Ils ont eu raison. Je trouve cette idée remarquable. Ça ne m'étonne pas de Riss. Il est dans une logique implacable. Et tout simplement... Laquelle ? Parce que vous dites implacable, laquelle de logique ? De montrer comment, si vous voulez, comme on fait un test dans une société, pour mesurer la question de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, qui se porte extrêmement mal aujourd'hui, non pas tant parce que le pouvoir politique s'y attaque, puisque on est très libre en France, et les tribunaux protègent la liberté d'expression. Non, la censure, elle vient du peuple, de certains médias, d'intellectuels, de certains journaux, voilà, elle vient d'une espèce de terreur surtout. La terreur fait peur. Évidemment, c'est fait pour ça. Donc, il republie ces caricatures. Pourquoi, à mon sens ? Parce que quand on a publié les caricatures, il y a eu le procès, en première instance, qu'on a gagné. On a gagné, vraiment. Et avec des attendus qui disaient, vous avez bien fait, vous avez participé au débat démocratique nécessaire. Donc le tribunal, la République s'est prononcé. La publication était positive pour le débat démocratique. Alors, il y a certaines associations musulmanes qui ont fait appel. En appel, ça a été confirmé en disant que c'était un débat indispensable à la société française. Donc, on devrait les republier. Non seulement Charlie devrait les publier, mais tous les journaux devraient les publier. Personne ose depuis 5 ans. Oui, non mais le problème c'est que il avait été prévu quand nous les avions publiés en 2007 que d'autres journaux devaient les publier. On ne devait pas être tout seul. J'avais pris des contacts avec beaucoup de confrères qui étaient d'accord, qui se sont heurtés soit à leur actionnaire, soit à leur rédaction. Et qui ont plié les genoux 2 jours avant, tous, sauf l'Express Denis Jambard, qui a publié en facsimilé le travail que nous avions fait et les caricatures. Et donc, si tous les journaux avaient publié, on n'en parlerait même plus de cette histoire de caricature. Et il n'y aurait sans doute pas eu les attentats. C'est donc la lâcheté qui est la grande complice des attentats qui ont eu lieu. Mais aujourd'hui, Philippe, 5 ans après... La lâcheté était complice du crime. Oui, mais 5 ans après, seul Charlie Hebdo ose faire ça, seul Charlie Hebdo, pourquoi ? Vous avez tout à fait raison. Seul Charlie Hebdo ose le faire. Parce que la lâcheté a gagné. La lâcheté s'est approfondie. La lâcheté s'est approfondie. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a peur de tout. La terreur est devenue une méthode. On peut le comprendre. Non. Non mais certes, c'est humain. Comprendre. C'est une réaction humaine en disant est-ce que ma vie vaut ça ? Est-ce que je dois risquer ma vie en publiant des dessins de caricatures ? Aujourd'hui, il y a des tas de choses dont on ne peut plus parler. Et ça pose un énorme problème pour une société laïque et démocratique. Elle est en danger, la société. Vous voyez comment ça se passe avec le néo-féminisme, le néo-antiracisme, qui interdit tout propos, qui condamne les réseaux sociaux, qui amplifient cette censure et qui fabrique de la menace. Nos sociétés démocratiques sont travaillées par la peur et la lâcheté. Au pays du premier amendement aux États-Unis, Woody Allen ne peut pas publier ses mémoires. Au pays du premier amendement. C'est-à-dire que la loi le protège, mais quelque chose dans la population l'interdit. Une terreur qui s'est installée l'interdit. Vous comprenez que ça ne peut plus durer, cette histoire. Aujourd'hui, il faut absolument que cette majorité du silence, qui est très majoritaire en France, qui sont des gens raisonnables, qui est un peuple éduqué. La France est un peuple, les Français, c'est un peuple éduqué. Regardez le 11 janvier, comment les gens ont défilé. Regardez après les attentats terroristes, comment les Français se sont bien comportés, mais vraiment bien comportés. La majorité des gens, ils élèvent leurs enfants, ils essayent de respecter autant que possible la loi commune, ils vont au travail. Et il y a une partie de la population, une minorité terrorisante, qui a une grande gueule, je m'excuse parce que, mais pas comme la vôtre, parce que la vôtre sert à quelque chose, mais la leur sert à paralyser le pays de terreur, la liberté d'expression, et ces quelques 10-20% de personnes, sont en train de tuer la démocratie. Donc il faut que cette majorité du silence, cette majorité courageuse, cette majorité des gens,
parle, se fasse entendre maintenant. Il faut qu'elle devienne une majorité de vigilance. Sinon, on est foutu. Macron doit parler. On est foutu. Macron. Évidemment, il est le représentant de la majorité, Macron. Par définition, il représente tout le monde. Mais de la majorité il doit des gens. s'exprimer sur cette question de la Des bons liberté d'expression. citoyens qui sont pour la liberté d'expression, des bons citoyens qui sont pour la laïcité, des bons citoyens qui sont pour le droit au blasphème, parce que sans droit au blasphème, il n'y a pas de liberté de penser. Et vous comprenez ? Comment ça se fait que quand on a publié pendant des années, j'ai eu des procès avec les catholiques intégristes pendant 10 ans, mais des procès avec Richard Malka, on était au tribunal tous les 3 jours. On était au tribunal tous les 3 jours. Tout le monde nous disait vous êtes formidable, c'est sympa, c'est génial, vous êtes contre. Là les cathos nous font des procès. Bon, il n'y avait pas de violence, sauf une fois où je me suis fait vraiment casser la gueule par des intégristes anti-avortement. Mais quand on a fait tout ça, tout le monde nous applaudissait. Et du jour où on a publié les caricatures, c'était la même chose. C'était la religion. Tout le monde nous a lâchés. Tout le monde nous a lâchés. Pourquoi les grands intellectuels de gauche, tout ça, pour la plupart, les journaux bien pensements, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils font là ? Parce qu'ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur des cathos, mais ils ont peur des musulmans. C'est pas la morale. Des terroristes. C'est pas l'anti. Ils ont peur des terroristes. Oui, cathos musulmans. J'ai dit intégristes musulmans et islamistes. Bon, mais ils ont pas peur des intégristes. Ils sont à Saint-Nicolas du Chardonnay avec leur machin. Ils en ont rien à foutre. Tandis que les terroristes musulmans, ils en ont peur. Donc ils ont dit pourquoi on dit rien contre les intégristes musulmans ? Parce que tout simplement c'est raciste. Tiens, ils ont trouvé un truc parce que c'est islamophobe. Critiquer une religion. En quoi critiquer une religion est raciste? Enfin, c'est délirant. Et on vit sur ce mensonge qui est quand même incroyable. Se moquer. Même pas critiquer, mais se moquer. Oui, la satire. Mais vous comprenez que quand je sais pas, il y a des pratiques barbares dans une religion, il est normal que des citoyens humoristes ou philosophes critiquent les mœurs barbares quand elles s'appliquent encore au XXIe siècle. Enfin, qui sont des. Alors dans son éditorial, Riss s'explique en disant ça fait des années que l'on nous presse de publier ou de republier les caricatures et on s'y est toujours refusé parce qu'il fallait pas faire gratuitement, il fallait une bonne raison. Et là il dit le procès est là. Et là, la bonne raison, elle est là. Et il y a les photos, les dessins de tous ceux qui sont morts, en disant. Ça s'appelle du journalisme. Ouais. C'est un acte magnifique de journalisme. C'est ce dont on manque le plus aujourd'hui. Quand on lit les journaux, on a plein la bouche, rien sous la dent, bien souvent. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a un vrai sujet de réflexion, il y a un vrai sujet de débat démocratique, c'est magnifique. Alors Philippe, si je vous suis, les autres journaux auraient dû publier ces caricatures. Évidemment. Mais faut pas laisser Charlie tout seul alors. Il faut pas laisser Charlie tout seul. Il faut pas laisser Charlie tout seul. Et c'est un appel qu'on peut faire. Sous protection policière, rappelons-le. Bien sûr. Mais moi, je m'exprime aujourd'hui librement en France parce que je suis sous protection policière depuis 15 ans. Mais vous trouvez ça normal ? Non. Vous trouvez ça normal, cohérent ? Les terroristes ont gagné en quelque sorte. Mais bien sûr, enfin. Mais ils ont gagné parce que la société française, la société intellectuelle et politique française a été très lâche. Dominique de Villepin, Chirac, je peux en citer plein, qui ont réprouvé ce qu'on faisait, à droite, à gauche. C'est incroyable. Même Elisabeth Digou, que j'aimais bien. Enfin, il y a des gens qui ils ont tous été lâches. Enfin, alors je parle même pas d'Edgar Morin, d'Edoui Plenel. Vous voyez, c'est bon, bref. Zora Bitan. Alors c'est bien qu'on réouvre ce débat parce qu'en 5 ans, je pense qu'on est allé encore beaucoup plus loin que ce que nous avons vécu dans l'idéologie et la terreur. Vous avez raison. Et moi, je dis toujours aux musulmans qui m'entourent, et il y en a dans ma famille, nous sommes dans une société démocratique et laïque et qui a une histoire avec les religions. Et après tout, si vous les qualifiez entre guillemets, de mécréants ou de ce que vous voulez, ce sont eux qui produisent le blasphème. Ce n'est pas vous. Toi, en tant que musulman, tu ne le produis pas. Donc toi, comme dans cette religion, nous sommes responsables de ce que nous commettons. C'est ce que m'a toujours appris mon père, qui a accepté de me marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Il m'a toujours dit, je t'ai toujours tout appris, mais ensuite tu feras tes propres choix parce que tu rendras des comptes toute seule. Donc moi je dis aux musulmans qui disent oui mais, je leur dis il n'y a pas de oui mais. Ce n'est pas toi qui a pris ta plume, toi-même, croyant,
avec ta foi et qui a produit ces caricatures. Ça fait partie de leur Vous avez culture. tellement raison. Mais ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur mode de vie, ça fait partie de leur histoire. Mais bien sûr. Est-ce que tu oserais, dans un pays musulman, commettre des choses qui sont contraires à ce pays? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas entraîner un pays qui a 2000 ans d'histoire, qui a un anticléricalisme chevillé au corps, que la gauche a défendu ardemment Et ne défend plus. et ne défend plus? Et qu'est-ce que tu vas te sentir responsable de mécréants qui commettent un blasphème dont tu n'es pas responsable? Mais vous savez, vous avez tellement raison. Voilà. Parce que si vous voyez, il y a environ 3000 religions dans le monde. On n'a plus de problème avec notre foi. Ça fait beaucoup. Il y a environ 3000 religions dans le monde. Vous avez donc il y a des tabous alimentaires, des tabous sexuels, des tabous machin. Si tout le monde devait respecter les tabous de toutes les religions, d'abord plus personne baiserait, plus personne boufferait aucun jour parce qu'il y a toujours un jour de jeûne. Donc il y aurait, si vous voulez, plus d'humanité en 25 ans si on respectait tous les tabous de toutes les religions. Philippe, il faut renverser la situation. Il faut dire aux gens, tu ne blasphèmes pas avec ta foi. C'est l'autre qui s'autorise parce que sa vie l'autorise, parce qu'il est athée, parce que c'est sa culture, et on peut même à faire ce qu'il veut. Voilà, enfin, et on peut même s'autoriser, quand on est chrétien ou quand on est musulman, bouddhiste, à exercer une critique sur son propre dogme quand même. Parce que sinon, on resterait dans des périodes obscures. Heureusement que les religions, les grandes religions, moi je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant. Pas du tout. Si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de Dieu. C'est votre droit. Mais c'est mon droit. Mais c'est difficile à dire aujourd'hui, ça. Vous savez. Pourtant, vous avez le droit. Et donc, on doit pouvoir critiquer quand on est croyant. Sinon, la religion reste dans les périodes obscures et barbares. Il faut qu'elles accompagnent la société, les religions, dans leur modernité. Moi, je suis catholique et je défends le droit au blasphème. Bien sûr. D'abord, je suis français. Et au-delà de français, je suis un homme. Et une info. Les libertés sacrifiées ne reviennent jamais. Non. Et là, on a sacrifié des libertés. Les politiques que vous avez décrits, c'est le mot Churchill. Ils ont préféré le déshonneur à la guerre. Ils ont eu la guerre et le déshonneur. Absolument. Et ils nous ont déshonorés à tous. Et ce déshonneur, il est permanent. On le vit depuis des années et des années, et ça s'appelle la peur. C'est ça. Et tant qu'on a peur, on fait vivre le terrorisme, on fait vivre cette idée-là. Et le meilleur moyen, c'est que tous, à la fois on vous soutienne, mais tous, on puisse blasphémer, on puisse être libre de dire ce que l'on veut dans ce magnifique pays qu'est la France. Le fait de ne pas le faire et le fait d'avoir en quelque sorte des responsables politiques qui donnent l'exemple de la peur et du déshonneur est extrêmement grave. C'est sans doute le plus grave parce que le plus grand combat, c'est celui de la liberté. Le plus grand combat, la vraie résistance, c'est se battre pour la liberté. Accepter les chaînes, accepter le fait de ne pas dire ce que l'on pense de l'autre ou de sa religion, c'est se mettre dans une cage. Or, on n'a pas le droit à la fois de s'y mettre et quand on est un homme politique, d'y mettre son peuple. Étienne Liebig. Oui, moi j'avais une question, je vais te poser, parce que je sais que tu es un grand lecteur de philosophes, et je voudrais reparler du procès qui va avoir lieu. Et demain, tu sais, je pensais au truc, à la pensée de Hannah Arendt là, sur la question la responsabilité collective et la responsabilité individuelle. Est-ce que les criminels qu'on juge ont une responsabilité collective, comme les nazis par exemple, avec cette espèce de ils sont irresponsables individuellement étant sous la responsabilité collective, un petit peu comme à Nuremberg, ou est-ce que ce sont des criminels individuels et qui doivent être jugés comme ça? Comment tu On peut pas séparer ça en deux. Je pense que si on n'est pas convaincu que chaque être humain naît avec la responsabilité de ses actes, on est foutu. On peut pas penser à un monde de droit. On peut pas penser à un monde où on pense la liberté de l'autre. C'est une responsabilité individuelle. Chacun est un criminel individuel. Alors il y a des circonstances, il y a des bains culturels, il y a des situations extrêmes où des gens sont robotisés, lavage de cerveau. Enfin, les enfants soldats, par exemple. On peut pas dire qu'un enfant soldat, mais chaque personne est responsable de ses actes, quelle que soit sa situation sociale. Si on ne pense pas ça, il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais si on ne pense pas ça, on ne peut pas penser le droit. On est dans la guerre de tous contre tous, comme disait Hobbes, si on pense pas ça. Donc, il faut absolument changer l'angle de vue. Les sociétés démocratiques doivent se ressaisir de la responsabilité, de la conscience de la responsabilité. Du coup, c'est pas un jugement de l'islamisme. Du coup, c'est pas un jugement du coup, tu vois, tu passes à côté du jugement d'idéologie. Il y a des gens qui sont des gourous et qui endoctrinent des abrutis.
abrutis, ils sont extrêmement coupables, mais les abrutis qui se laissent endoctriner sont également coupables. Que faut-il attendre de ce procès? Les terroristes de Charlie et de l'Hypercacher sont morts, donc on va juger les complices, on verra, complices présumés, mais que faut-il vraiment attendre de ce procès 5 ans après? Il faut attendre de ce procès, d'un point de vue pénal, je pense qu'on ne peut pas attendre grand-chose, hélas. Parce que ce n'est pas le procès, ce n'est pas un procès politique. C'est un procès technique en quelque sorte, des complices de complices avec des échelles de peine adaptées à leur niveau de complicité, si vous voulez. Alors que ce procès devrait, il ne sera pas, et on peut le comprendre, mais ça devrait être un procès politique, une remise en question de notre fonctionnement, de l'information, de la politique, de notre rapport au religieux, à la mystique, à l'inexistant, à l'imaginaire, enfin notre rapport. Vous voyez, parce que quand on a gagné aussi le procès des caricatures, on a offert notre victoire aux artistes, aux écrivains, aux journalistes, aux politiques, en disant, voyez, la République s'est prononcée, on a eu raison. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé quelques années après? Des pièces de théâtre sont pas jouées, parce qu'aujourd'hui, elles sont pas racialement correctes, des pièces de l'Antiquité. On n'a pas joué Carmen on a transformé la fin de Carmen. Enfin, tout ça est complètement con et délirant. On ne peut pas se couper de notre histoire. Se couper de notre histoire, réécrire notre histoire ou nier notre histoire, c'est le plus court chemin vers l'explosion de la démocratie et l'entrée dans le totalitarisme. Et vous imaginez, vous avez 25 ans, vous vous retournez et l'univers derrière vous est complètement nettoyé de ce qui s'est passé. Et ben ça s'appelle le nazisme. C'est voilà. Et ben voilà, on y est. Le nazisme. Voilà. Ça veut dire que vous aurez des enfants de 25-30 ans ou le communisme c'est unique. Imprimer des œuvres, réécrit des œuvres. Tout le communisme a marché comme ça en Russie. C'est pour la bonne cause. Avec le soutien de républicains et démocrates. On dit par exemple autant emporte le vent, on peut plus montrer autant emporte le vent. Oui, mais autant emporte le vent. Si vous voulez. Omar Sy, par exemple, il est sur des positions antiracistes pour le retour sur le fait colonial, etc. L'esclavage. Bon, et c'est normal qu'un personnage comme Omar Sy représente quelque chose. Il est très aimé des Français, ce qui prouve d'ailleurs que la France n'est pas un pays raciste. Hein. Les personnalités préférées des Français, c'est Goldman, Omar Sy, je sais pas, tous les ans. Bon, donc vous voyez, hein, c'est pas un pays, c'est pas l'Afrique du Sud et c'est pas les États-Unis, la France. Hein. Bon, donc Omar Sy. Il a quand même fait fortune avec un film Intouchable où c'est un mec de banlieue noir qui pousse un riche blanc. Alors il faut supprimer ce film aussi parce que aux États-Unis, il avait mal été interprété. Un stéréotype. Non, mais faut pas déconner quoi. Il y a quelque chose qui va. On est d'abord et avant tout des êtres humains, mais on partage tous cette humanité qui passe bien avant notre couleur de peau. Aujourd'hui, on ne peut plus entendre ça. Aujourd'hui, il y a que les Noirs qui peuvent défendre les Noirs, les jaunes qui peuvent défendre les jaunes, les homosexuels qui peuvent défendre les homosexuels. C'est-à-dire que c'est très américain. Oui, je ne sais pas comment on aurait pu tout. Mais ce qu'il y a de plus dingue que tout, c'est que la gauche qui a prospéré sur l'idée de l'universalisme a complètement abandonné ce machin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est orphelin, qu'il n'y a plus de parti socialiste. Il n'y a plus de parti socialiste. Enfin, c'est dingo qu'il n'y ait plus quand même de. Comment ça c'est à cause de ça. Qui cherche pas les raisons. Hein. Elle est là, la raison. Elle est là, oui. Elle est juste là. Ouais. Elle est juste là, l'effondrement du PS. C'est que l'universalisme, ils n'en ont plus rien à battre. Ils sont comme les couillons de la France insoumise, communautaristes. Clientélistes. Chacun clientéliste, communautariste. Chaque communauté, il n'y a que la communauté qui a le droit de défendre les droits de sa communauté, mais une fois de plus, c'est la guerre de tous contre tous. Vous voyez, donc 5 ans après le crime. 5 ans après, ça veut dire que la société est partie en vrille. Ouais. Ça veut dire que la terreur a gagné. Vous irez au procès, Philippe? Oui, enfin, j'irai pas tout le temps parce que c'est. Mais vous irez quand même à certains endroits clés du procès, j'irai. Oui. Merci d'être passé par les GG, Philippe Val, Merci de ancien m'avoir directeur. reçu.